aujourd'hui on va se retrouver pour un update lecture qui date déjà il y a quelques mois, puisque c'est les lectures du mois d'avril, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos. Là je sais même pas si je vais réussir à la finir en entier. Voilà, je vous laisse voir la raison sur Instagram, je crée un peu de suspense. Pour faire le point par rapport à ma palle, donc comme j'ai lu 10 romans en avril, j'ai fait une relecture aussi. Deux de ces romans étaient des romans audio et je n'ai acheté que 3 romans ce mois-là. Donc en fait ma palle a diminué et elle était début mai à 86. Et puis je vous reparlerai quand je ferai les updates lecture de mai et de juin pour vous dire où elle en est actuellement. L'autre point aussi où je suis assez contente, c'était niveau saga. Au mois d'avril, j'ai terminé une saga. J'en ai aussi, je regarde un peu, commencé 2 et poursuivi une, en sachant qu'il y a une des sagas que j'ai commencé que je ne vais pas terminer. Donc je vais vous présenter tout ça. Pour commencer, il y a quand même pas mal de romans dont je vous avais parlé dans mon dernier Follow My Read, puisqu'il était assez fourni en lecture. Donc je vous invite à aller le regarder si vous voulez avoir des avis un peu plus détaillés sur chaque lecture et un peu plus au jour le jour. Et donc tous les romans dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vais peut-être passer un peu plus vite dessus. Pour commencer, je vous avais parlé de... Hop, je vais prendre ça. Je vous avais parlé de Yellowface qui entre-temps est sorti chez De Saxus en français. Donc là, c'est la version VO Illumicrate que je trouvais vraiment très très belle. Attendez, parce que là, ça se casse la figure. On est bon. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui rêve d'être écrivain et d'avoir du succès, mais qui n'en a pas, alors qu'une de ses collègues d'écriture à l'époque de l'université a connu la gloire. Et quand cette jeune femme, donc l'écrivain célèbre, décède, l'héroïne de ce roman va lui voler le manuscrit de son prochain roman, le retravailler et le faire passer pour le sien. Et elle va connaître beaucoup de succès avec ce roman qui était de très bon augure, mais ça va aussi questionner beaucoup de choses. Certaines personnes s'interrogent sur est-ce que c'est vraiment elle qui a écrit le roman. Il y a aussi tout un contexte de réflexion autour de l'appropriation culturelle, puisque l'écrivaine qui est décédée était chinoise-américaine et que l'héroïne du roman est juste américaine. Donc est-ce qu'elle a le droit d'écrire à propos des Chinois, sachant que ça ne concerne pas sa propre histoire? Est-ce que c'est une façon de profiter de l'histoire souvent douloureuse et de la souffrance d'un peuple pour se faire de l'argent dessus et de la notoriété, ou est-ce qu'au contraire on peut considérer qu'elle met en lumière leur souffrance et qu'elle leur redonne une voix en parlant d'un épisode de l'histoire qui est oublié? Donc voilà, les deux points de vue se discutent et l'héroïne va faire face à beaucoup de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux, de harcèlement, puisque ça se passe à notre époque, et on se rend compte à quel point les réseaux sociaux ont maintenant une importance primordiale et à quel point ils peuvent vraiment faire basculer une carrière dans le bon côté comme dans le mauvais. C'est un roman que j'ai adoré, c'est un de mes coups de cœur de l'année. L'héroïne est est faite pour être détestable, puisqu'elle est complètement de mauvaise foi, elle va justifier toutes ses actions, elle va essayer de se trouver plein d'excuses, elle va beaucoup pleurnicher sur son sort pour voilà, attirer un peu l'empathie des gens. Mais moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré sa mauvaise foi, j'ai adoré voir comment elle essaie de tout justifier et j'ai adoré tout le contexte autour, donc l'appropriation culturelle, les discussions sur ça, sur les réseaux sociaux, sur le monde impitoyable de l'édition, sur la fausse diversité qu'on met en avant mais qui est juste un argument pour faire des ventes. Donc c'était vraiment un roman passionnant que j'ai dévoré. Je ne pouvais plus m'arrêter de le lire, il y avait un côté très addictif et je vous le recommande vraiment. On passe ensuite à une saga terminée, ce qui fait toujours très plaisir. Il s'agit de la trilogie vénitienne de Emma Mars, publiée aux éditions Charleston Punch. Donc ça, c'était le dernier tome. Et c'est une trilogie que dans son ensemble, j'ai beaucoup aimé. On va suivre au XVe siècle une prostituée de Venise qui va tomber amoureuse d'un prêtre. Et c'est à l'époque où se met en place, non, je crois que c'est d'ailleurs au XIVe siècle, pardon. Et c'est à l'époque où va se mettre en place le Castelletto, qui était un grand bordel à ciel ouvert en quelque sorte, qui a été créé à Venise avec l'accord du pape et des autres autorités religieuses pour en gros pouvoir se faire un peu d'argent, renflouer les caisses
de la cité de Venise et en même temps contrôler un peu les prostituées. Et donc c'est super intéressant sur le plan historique, on a des personnages qui ont réellement existé, qui font leur apparition. L'écriture est très sympa parce qu'elle utilise vraiment le langage de l'époque, des expressions de l'époque, l'argot de l'époque, donc on s'y croirait totalement. Et voilà, c'est très très riche au niveau historique. À la base, c'est censé être, je pense, plus un roman d'amour, mais moi j'étais plus attirée par le côté historique et par découvrir cette période que je ne connaissais pas du tout. Dans ce troisième tome, c'est un peu différent. On va quitter Venise pour aller à Avignon, qui était le lieu de résidence du pape à l'époque, avant qu'il soit rapatrié à Rome et au Vatican. Et j'ai beaucoup aimé ce que l'auteur a fait de son histoire. Je trouve que ça aurait pu mal terminer dans le sens où il aurait pu tomber dans la facilité, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a vraiment choisi de rester réaliste, de rester en cohérence avec l'époque, et moi c'est ce que j'aime. J'ai pas envie d'avoir des fins qui sont exagérément heureuses ou exagérément dramatiques. Moi ce que j'aime, et je le dis tout le temps, ce sont les fins qui sont cohérentes. Donc si la fin la plus cohérente c'est une fin malheureuse, ça me va. Si c'est une fin heureuse, ça me va aussi. Si c'est une fin ouverte, je suis ok avec ça, tant que on est dans une continuité par rapport au reste de l'histoire. Et là, je trouve que la boucle est bouclée à la fin du roman. Tout a du sens. C'était normal que ça finisse comme ça. Peut-être que je ne l'aurais pas deviné, je ne l'avais pas vu venir, mais après coup, je me dis, ah ben oui, il n'y avait pas trop le choix finalement. Donc, une très bonne lecture. Je pense que c'est un Charleston qui n'est pas très connu, puisque ça remonte déjà à quelques années, mais je vous recommande vraiment cette trilogie. On va passer maintenant à un autre Charleston, mais qui pour le coup a été un flop. Il s'agit de la petite librairie de Riverside Drive. C'est un roman qui plaira beaucoup aux amateurs de feel good, aux amateurs de romans où on va avoir une héroïne qui va changer de vie, qui va se faire léguer une librairie, un café, un salon de thé. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire et c'est ce qui, moi, m'a déçu, c'est que c'est toujours la même histoire. Donc pour moi, il n'y avait aucune originalité dans ce roman, dans le sens où on a l'héroïne typique qui ne va pas très bien, qui a des problèmes personnels, qui va fuir son pays ou sa ville pour venir hériter, en l'occurrence d'une librairie, la librairie d'une tante qu'elle n'a jamais connue, et on va découvrir sa nouvelle vie. On a forcément des personnages un peu haut en couleur, on a le personnage qui va être le love interest de l'héroïne, même si on sait que ça va mal se passer au début, puis ça va aller bien, puis il va y avoir une crise, puis ils vont se remettre ensemble, et en même temps on va avoir les souvenirs du passé de cette tante pour savoir un peu comment elle en est venue à avoir cette librairie, pourquoi est-ce qu'elle ne parlait plus à la mère de l'héroïne, quel a été leur passé. Donc voilà, c'est très mignon. Si vous aimez ce genre-là, vous allez adorer, puisque ça réunit vraiment tous les critères du genre. Mais pour moi, tout était trop cliché, tout était vu et revu. Et surtout, je n'ai pas du tout aimé l'histoire dans le passé. Ce qui est assez rare, puisque d'habitude, c'est souvent la partie qui va m'intéresser le plus, puisqu'on va verser un peu dans l'historique. Là, on n'a pas du tout d'historique. On est vraiment focalisé sur l'histoire de ces deux sœurs et sur pourquoi est-ce qu'elles se sont disputées. Et franchement, quand on apprend ce qui s'est passé, on ne peut pas avoir de sympathie pour le personnage de la tante. Vraiment, moi, j'ai fini le roman en la détestant presque, en me disant qu'elle avait rien qui pouvait l'excuser, rien qui pouvait faire, enfin, rien qui la rendait sympathique à la fin. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors c'est bien d'avoir des personnages un peu plus gris, mais là en l'occurrence je l'ai trouvé abject, et donc ça n'a pas aidé à rehausser ma note pour ce roman. Autre roman dont je vous avais parlé et qui pour le coup a été un gros coup de cœur, c'est La 8e vie de Nino Haratichvili, publié aux éditions Folio. C'est un énorme roman, il fait 1200 pages, donc je l'ai lu sur tout le mois d'avril, comme ça c'était peut-être un peu moins terrifiant, et j'ai adoré. Je pense qu'il était dans ma palle depuis peut-être 3 ans, mais à cause de la taille, il me faisait peur, alors que j'avais lu de très très bons avis dessus. Et je vais complètement dans le sens de ses avis. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. On va suivre une famille georgienne depuis le début du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle à peu près. Donc on va passer par la révolution russe, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, la guerre froide surtout, les années de communisme et les années de l'Union soviétique de manière générale.
Et j'ai trouvé cet aspect passionnant puisque beaucoup de choses m'étaient inconnues. Finalement, même si on travaille le communisme russe à l'école et tout ce qui est autour de l'Union soviétique, on ne rentre pas autant dans les détails. Et là, c'était vraiment très détaillé. Donc ce côté-là m'a énormément plu. Et en même temps, on va surtout suivre une famille pendant un siècle. Et c'est une famille qui est passionnante. On va suivre surtout les femmes de la famille. On va voir comment est-ce qu'elles reproduisent certains schémas en fait qui reviennent de mère en fille, en petite fille. On va suivre tous les drames qu'elles vont vivre et elles vont en vivre beaucoup. Leur approche de la maternité, comment est-ce qu'elles ont survécu au milieu de tous ces grands événements de l'histoire. Et c'était juste passionnant à lire. Je ne pense pas avoir les mots justes pour exprimer à quel point ce livre était incroyable. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment un tour de force qu'a fait l'autrice de réussir à nous faire suivre cette famille dans ce roman fleuve. Et on se passionne pour chaque génération. Donc c'est ça qui était bien, c'est que souvent dans les romans comme ça, il y a une génération qu'on va préférer. Et là, évidemment, il y a des personnages que j'ai préférés à d'autres. Mais dans l'ensemble, chaque époque, chaque génération, chaque fille de cette famille m'a intéressée. J'avais envie de les suivre, je les ai admirées, j'ai eu peur pour elles. J'ai été heureuse pour elles. Donc vraiment, je n'aurai pas les mots, mais je peux que vous le recommander une fois de plus. On repasse encore une fois à une déception. Celui-là, je ne m'en rappelle plus si je vous en avais parlé ou pas. Il s'agit de L'Engrangetant de Nell Pfeiffer, publié chez Hachette Roman, qui est un très beau roman, comme vous pouvez voir. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur le jaspage, sur les pages de garde, sur la couverture. Et c'est un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que le résumé me tentait beaucoup et que ça me fait plaisir de soutenir des jeunes autrices françaises en achetant leurs romans. Là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est horlogère et qui a la capacité de parler aux horloges comme son père avant elle. Et depuis la mort de son père, elle survit assez difficilement parce qu'elle se sent très seule. Et elle a un de ses jobs, c'est d'aller réparer, de s'occuper des horloges qui occupent le château royal. Et un jour, le jumeau du roi va lui demander de réparer une horloge particulière qui est un engrangetant qui permet de retourner dans le temps. Et même si elle sent que c'est un peu fishy comme on dit, elle va accepter parce qu'elle se dit que ça va être l'occasion de revoir son père. Et à partir de là, bien sûr, tout va pas bien se passer, il va y avoir pas mal de petits rebondissements. C'était hyper prometteur sur le résumé. Malheureusement pour moi, l'exécution laissait un peu à désirer sur plusieurs plans. Déjà, je trouve que c'était très jeunesse. Alors vous le savez, je lis beaucoup de jeunesse, c'est pas un problème pour moi. Mais là, je trouve que le niveau de l'histoire, mis en corrélation avec la façon dont c'est écrit, avec la façon dont les événements se déroulent, n'était pas bon. J'ai trouvé qu'on avait un univers très prometteur qui aurait pu ouvrir sur plein de choses, sur beaucoup plus de complications, sur une intrigue beaucoup plus complexe. Et finalement, elle va rester en surface, elle va choisir la facilité. Et du coup, ça rend le tout un peu trop facile et un peu trop jeunesse. Ensuite, on a une sorte de romance. Alors, des fois, les gens parlent même de triangle amoureux. Ça, je trouve qu'il y en a, pour moi, il n'y en avait pas du tout. Mais la romance, vraiment difficile d'y croire, d'avoir des papillons dans le ventre ou d'être enthousiasmé par elle, parce que finalement, ça reste assez plat et que surtout, les personnages n'ont pas énormément de charisme. Voilà, je trouve que Sophie, elle a un côté un peu attachant, hein, c'est un personnage sympathique, mais c'est pas un personnage pour lequel on va être hyper à fond derrière elle, on est hyper curieux de savoir ce qui va se passer. J'ai lu l'histoire sans être passionnée, sans m'ennuyer pour autant, mais à la fin, je me dis juste, ouais, bof. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est une duologie, le deuxième tome est déjà sorti, et même si j'avais prévu de le lire en finissant ce premier tome, j'ai pas envie de lire la suite. Parce que finalement, le premier tome a une fin quand même assez fermée qui suffit à elle-même, donc elle ne m'encourage pas à aller vers la suite. Et comme j'ai pas spécialement accroché, même si on m'a dit que la deuxième partie était beaucoup plus sombre, avec des enjeux un peu plus importants, je trouve que ce tome n'arrive pas à faire assez pour qu'on ait envie de lire la suite. Donc c'est un peu dommage. J'aurais vraiment voulu adorer comme beaucoup de personnes, mais pour moi, voilà, ça l'a pas fait. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais roman. Vraiment, il y a eu de très bons avis. Il y a un univers très chouette. La plume de l'autrice en soi, elle est fluide. Elle est juste peut-être un peu simple pour moi.
Mais si c'est votre genre ou pour un adolescent, je pense que ça peut le faire. Je continue avec un roman que je suis très contente d'avoir lu, déjà parce que je l'ai beaucoup aimé, et ensuite parce qu'il était dans ma palle depuis au moins 3 ans. Il s'agit de Un crocodile sur un banc de sable de Elizabeth Peters, et c'est le premier tome des aventures de Amelia Peabody. C'est une saga qui est rééditée actuellement par le Livre de Poche. Ils font des gros doubles tomes. Donc il y a tome 1 et 2, 2 et 3, enfin 3 et 4, etc. Je crois que la saga en compte une vingtaine, mais qu'ils n'ont pas été tous traduits en France. Et c'est une saga qui a été écrite, le premier tome, celui-là, date de 1975, si je ne me trompe pas. Et ça va jusqu'à 2010-2015. Ou quelque chose comme ça. Je sais plus si l'autrice est vivante ou pas. Mais en tout cas, c'est une saga qui a été écrite sur un très très grand laps de temps, puisqu'elle sortait un tome tous les genre 5-6 ans. Les nouvelles couvertures sont pas très jolies. Ce que j'aime pas trop, c'est que Livre de Poche, en les rééditant, a changé de charte graphique un peu tout le temps. Donc ils ont fait 2 tomes d'une certaine manière que je trouvais très très moche d'ailleurs. Ensuite ils sont passés à un autre style et maintenant encore un autre style. Donc c'est un peu dommage. Et moi j'aimerais bien les avoir plutôt en tome simple. Je trouve qu'ils sont assez jolis comme ça. Et en plus c'est plus facile à lire. De quoi ça parle? On est au 19e siècle et on va suivre Amelia Peabody, qui est une riche orpheline anglaise. Donc son père est décédé, il lui a laissé beaucoup d'argent et c'est une vieille fille, hein, donc elle n'est pas mariée, elle n'a pas sa langue dans sa poche, et plutôt que rester à se morfondre en Angleterre, dans une petite maison, un cottage, prendre un chat et faire du tricot toute la journée, elle a envie de voir le monde et elle va aller en Égypte. Elle va décider de faire une croisière sur le Nil, elle va rencontrer une jeune femme à qui elle va proposer d'être sa dame de compagnie parce que ça passe mieux quand même au niveau des apparences sociales de ne pas voyager complètement seule pour une femme. Et il va leur arriver plein d'aventures, notamment elles vont s'intéresser à un site archéologique, puisqu'à ce moment-là on était vraiment dans l'essor de l'archéologie et de l'égyptologie. C'est la période où il y a eu beaucoup de tombeaux découverts et beaucoup de pillages aussi. Et alors qu'elle s'intéresse à un nouveau tombeau qui est découvert, il va y avoir une momie qui va venir les terroriser la nuit. Donc qui est cette momie? Est-ce que c'est vraiment un ancien pharaon ou un Égyptien qui est en train de ressusciter et qui essaie de leur faire peur pour les faire décamper de ce camp? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Et si oui, qui est en train de faire cette blague? C'est ce qu'on va suivre dans cette histoire. À côté de ça, en fait, ces 2 jeunes femmes vont faire la rencontre de 2 égyptologues qui sont frères. Et l'un notamment est un personnage très irascible, très colérique, qui est plutôt de mauvaise humeur, toujours un peu grumpy. Et il va avoir des joutes verbales avec Amelia Peabody qui sont absolument savoureuses. C'est un roman qui est vraiment très très drôle. Elle, c'est un personnage qui ne se laisse pas faire, qui a un côté un peu autoritaire, qui pourrait être presque antipathique, mais franchement, elle fait trop rire pour que ce soit le cas et pour qu'on la prenne en grippe. Au contraire, on l'adore. Et lui, il a vraiment aussi beaucoup de répondants. Il va pas se laisser faire et ils vont avoir beaucoup d'échanges, de réparties qui étaient vraiment savoureuses à lire. Donc c'était ce côté-là qui m'a plu, plus que l'enquête en soi. J'avais un peu vu venir les choses. Voilà, on sent que c'est pas le côté mystère qui est en première ligne, ce sont vraiment les personnages et l'ambiance de l'Égypte au 19e siècle et j'ai adoré. Donc j'ai vraiment très hâte de lire la suite dès que j'arriverai à mettre la main sur le tome 2. Continuer, c'est la saga du protectorat de l'ombrelle de Gaël Carriger. J'avais lu le tome 1 à la fin de l'année 2023 et j'avais adoré. Là encore, on était sur un tome qui est dans ma palle depuis plus de 3 ans et j'ai réussi à trouver le tome 2 que j'ai lu assez rapidement. Il n'a pas fait un long séjour dans ma palle et j'ai passé encore un très bon moment, avec un petit mais, dans le sens où c'est un univers assez barré, c'est une écriture des personnages un peu loufoque et c'est sympa à lire, mais parfois ça devient très brouillon. L'intrigue part un peu dans tous les sens, les dialogues aussi. Et je pense que je pourrais me lasser si c'était une saga qui durait très très longtemps. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 5 tomes. Donc clairement, je vais lire la saga en entier parce que je passe quand même un très bon moment. Je rigole souvent. Pareil, c'est la personnage ici de Alexia Tarabotti. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est aussi très drôle dans ses réactions, dans ses joutes verbales avec un autre personnage.
L'intrigue, encore une fois, était sympa, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment cet univers un peu steampunk d'une Angleterre victorienne avec des vampires, des loups-garous qui sont au gouvernement, qui essayent de coexister et il y a des menaces, voilà, on va dire d'autres créatures qui reviennent sur le devant de la scène. Et Alexia a un rôle particulier puisque c'est une sans âme et donc sa personne annule les pouvoirs des autres personnages. Donc un vampire, si elle le touche, ben, ses canines se rétractent, elles deviennent normales. Le loup-garou ne peut plus se transformer en loup-garou, il garde sa forme humaine vulnérable. Et donc voilà, l'univers est très très chouette, l'intrigue était sympa, les personnages, les réparties sont très chouettes aussi, mais comme dit, des fois il y a un petit côté un peu brouillon qui à mon avis peut lasser si on les lit tous à la suite ou voilà, on peut faire peut-être une petite overdose. J'ai trouvé aussi que dans ce tome-là, on avait un peu un comique de répétition sur deux personnages qui ne peuvent pas s'empêcher de se sauter dessus tout le temps. Et c'était pas hyper drôle à la fin. Par contre, il y a d'autres personnages secondaires, notamment la meilleure amie de l'héroïne, que j'ai trouvé hyper drôle sur plein de points. Là, par contre, le comique de répétition a très bien marché sur moi et j'ai hâte de lire la suite. Autre roman qui a été une très bonne lecture, encore un roman qui est dans ma palle depuis longtemps, enfin celui-là je pense que ça faisait 1 an et demi, c'est Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. Donc, de cet auteur, je n'avais lu que Le Petit Prince comme un grand nombre de personnes, qui est un de mes livres d'enfance favoris, et j'avais très envie de le découvrir dans un autre registre. Dans ce roman-là, on va se trouver, alors je ne sais plus exactement à quelle période, mais on va suivre des pilotes qui font le transport postal entre l'Argentine et des autres pays autour, donc le Chili, le Paraguay, etc. Et on les suit notamment dans leur voyage de nuit. Ce sont vraiment des pilotes de nuit, d'où le titre. Et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Au début, j'avais peur de ne pas être intéressée, mais l'atmosphère qui est dépeinte par l'auteur à travers sa plume m'a beaucoup plu. On se sent un peu comme dans un rêve. En tout cas, l'atmosphère nocturne est très bien retranscrite. Vous savez un peu si, par exemple, vous avez travaillé de nuit ou si vous avez l'habitude d'être quelqu'un de plutôt nocturne, d'insomniaque. Vous savez, il y a cette ambiance particulière des heures nocturnes où c'est très propice à l'introspection, à la réflexion, à une certaine mélancolie, à un retour dans le passé où on se pose beaucoup de questions. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur soi et parfois même quand on rencontre d'autres personnes dans le cadre d'un travail de nuit, il y a une sorte d'intimité et de complicité qui se crée, qui ne pourrait pas se créer de jour, dans laquelle on va être beaucoup plus propice à s'épancher ou à partager des moments particuliers. Et là, j'ai trouvé qu'on retrouvait cette atmosphère très particulière qu'il a vraiment très bien retranscrite. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit quelques personnages, il n'y en a pas beaucoup, c'est vraiment une petite poignée. Et en peu de pages, puisque finalement le roman ne fait que 180 pages, sans entrer énormément, sans mettre en place beaucoup de dialogues ou quoi que ce soit, par quelques petites phrases, par quelques petites introspections des personnages, on arrive à vraiment capter leur psychologie, être dans leur tête et se sentir proche d'eux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez mélancolique, c'est vraiment une ambiance particulière, mais c'était une belle expérience de lecture. J'ai aussi fait une relecture, c'était le livre Le rêve de nos mères de Karine Pitoki, qui est le tome 1 de sa saga historique. Je l'ai relu parce que je voulais enchaîner sur le tome 2 qui était dans ma palle depuis longtemps, et j'ai lu ce tome 2 en mai, donc ça je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. Mais du coup, je ne vais pas trop revenir sur cette relecture du tome 1 parce que déjà, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans mes vidéos saga en cours, saga à continuer, dans mon dernier Follow My Read également. Donc voilà, c'était juste pour le mentionner en passant. Et maintenant, on va passer aux 2 lectures audio que j'ai fait au mois d'avril. La première, c'était le roman Mon mari de Maud Ventura. Je vous mettrai la petite miniature là ou là, on verra. C'est un roman très particulier dont j'avais entendu parler et comme il est assez court, ça collait bien pour une lecture audio puisque moi je n'aime pas lire des romans très très longs en audio, je me lasse très très vite. Donc dans ce roman-là, on va suivre une femme qui est mariée avec son mari donc depuis 15 ans, ils ont 2 enfants, une maison,
une vie un peu classique, routinière. La différence, c'est que cette femme, elle est folle amoureuse de son mari. C'est comme au premier jour. La passion des débuts ne l'a jamais écoutée, elle l'a jamais quittée. Elle n'est jamais tombée dans ce côté sentiment un peu plan-plan, habitude, où le partenaire devient presque un colocataire plus qu'un partenaire amoureux ou un amant. Non, elle a une passion dévorante pour son mari, elle est folle de lui, elle veut absolument partager le plus de moments possible avec lui et ça l'emmène vraiment dans un tourbillon de pensées un peu paranoïaques, de pensées vraiment très très spéciales. Elle a un côté très histrionique et en fait on va suivre cette femme pendant toute une semaine, donc lundi, mardi, mercredi. Le roman est découpé selon les jours de la semaine, selon sa routine habituelle et on va voir comment est-ce que cette passion du quotidien, cette passion de son mari la dévore au quotidien, comment elle fait pour cacher ça un peu aux personnes autour. Et on suit un peu toutes ces réflexions parce qu'elle se rend compte que c'est pas normal et qu'elle a des côtés qui sont vraiment anormaux et qui sont même pathologiques, qui font peur, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Et notamment, par exemple, elle supporte pas le fait que ses enfants soient à la table du dîner avec elle et son mari parce qu'elle veut avoir son mari pour elle toute seule. Donc dès qu'ils vont au lit, elle est hyper heureuse parce qu'elle est débarrassée d'eux. Elle est toujours en train d'analyser ce que dit son mari. Elle a peur qu'il la quitte, peur qu'il ait une aventure, qu'il se rende compte que sa vie avec elle ne lui convient pas. Donc elle analyse la moindre de ces petites phrases. Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Est-ce que je dois m'inquiéter? Elle va fouiller dans ses affaires évidemment. Enfin, elle est complètement folle et elle met en place des punitions envers son mari à chaque fois en fait qu'il a fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Par exemple, il lui a tourné le dos pour dormir et il ne l'a pas embrassé avant, ou il veut toujours dormir avec les volets ouverts et elle préfère dormir avec les volets fermés et elle est indignée que ce soit jamais son choix à elle qui soit respecté. Elle va mettre en place des punitions qui vont de petites choses un peu ridicules à d'autres choses qui prennent des très grosses proportions. Et pendant tout le roman, on est vraiment dans cette escalade, on ressent cette tension en se disant mais jusqu'où cette femme va aller, qu'est-ce qui va se passer, parce que le roman ne peut pas être juste une description, il faut que ça finisse par une fin explosive. Et j'avais imaginé plein de choses assez terribles, assez catastrophiques. Je voyais vraiment un gros drame arriver. Je vous dirai pas comment il a fin, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle m'a vraiment surprise. Pour le coup, c'était un scénario que j'avais pas du tout envisagé, mais que j'ai trouvé vraiment génial et qui colle vachement bien au reste du roman. Donc franchement, Maud Ventura, chapeau. Ça m'a donné très envie de lire d'autres romans d'elle parce que je me dis que pour inventer une histoire comme ça, il faut avoir un esprit déjà super original, il faut avoir une plume très caustique, ce qui est son cas, et ça me rend curieuse de lire d'autres romans d'elle. Un autre roman que j'ai failli oublier, alors que pourtant c'est encore un de mes coups de cœur du mois d'avril, franchement le mois d'avril était quand même un bon mois, c'est le roman des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa que j'ai aussi écouté en audio et dont je vous avais déjà longuement parlé dans la vidéo Follow My Read. Donc encore une fois, je vous invite à aller la revoir pour avoir un avis un peu plus détaillé sur ce roman, mais ça a été un vrai coup de cœur. C'est un roman que j'avais beaucoup vu passer avec des avis très bons à chaque fois, donc forcément on se forge une certaine attente et j'ai pas du tout été déçue. La plume est magnifique, elle est à la fois mélancolique, sombre, mais avec des beaux moments de lumière. C'est pas une histoire facile qui est racontée, c'est la vie d'un petit garçon, enfin d'un adolescent qui va devenir orphelin, qui va se retrouver à vivre dans un orphelinat dirigé par un père d'une main de maître et un homme qui peut être parfois très cruel. Et on va suivre sa passion de la musique et aussi on va suivre toute cette petite bande d'orphelins qui vivent ensemble, qui vont devenir amis et qui se créent des échappatoires dans leur réalité du quotidien pour la fuir et pour rêver un peu. C'est un très beau roman, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne veux pas trop spoiler ce qui se passe. Il y a des moments très sombres, des moments très tristes, vraiment on a le cœur brisé en lisant certains passages, mais c'est écrit avec une telle poésie, avec tellement une belle plume,
que ça adoucit les choses en quelque sorte et ça amène aussi beaucoup de lumière et d'espoir au fur et à mesure du roman. Donc c'est un auteur, là encore, je suis sûre que je vais le suivre, je vais continuer à le lire. D'ailleurs, les deux ont été publiés initialement, je crois, chez les maisons d'édition L'Iconoclaste. Donc une maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'à présent, mais qui maintenant va m'intéresser. Et en plus, Jean-Baptiste Andréa a eu le prix Goncourt récemment. C'est pas un prix qui m'intéresse beaucoup, d'habitude je le trouve assez élitiste, mais vu comme j'ai aimé la plume de cet auteur, j'ai très envie de découvrir son dernier roman aussi. Voilà, si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter la vidéo pour que je me sente pas trop seule derrière ma caméra. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des envies de lecture, des idées de nouveaux auteurs à découvrir. Et on se retrouve bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Je peux rien promettre, mais ce que j'ai prévu de faire, c'est déjà de vous sortir les updates lecture de mai et juin. Peut-être pas tout de suite pour pas sortir 3 vidéos update lecture de suite, mais c'est prévu. Et de vous faire le book haul du printemps, donc vous présenter mes achats d'avril, mai, juin, et ensuite de refaire peut-être un follow my read puisque ça vous a bien plu la dernière fois, et ça m'a bien plu de faire ça aussi. À bientôt!